Merci et bienvenue au Mémorial de la Shoah en cette journée du 16 juillet. Effectivement, comme vous le disiez à l'instant, le 16 juillet 1942, il y a 83 ans déjà, commençait la fameuse rafle du Veldiv, comme on l'a appelée, qui s'est déroulée sur 2 jours, le 16 et 17 juillet, à Paris, région parisienne, mais aussi dans d'autres villes de France. Donc, chaque année, le mémorial s'associe aux célébrations qui ont lieu parfois sur le lieu de la rafle avec les fils et filles des déportés juifs de France, et aussi pour cette date évidemment extrêmement importante pour la déportation des Juifs de France, dont l'histoire est le cœur de notre mission ici au Mémorial de la Shoah. Donc je remercie beaucoup Arlette Testiller d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, et Jacques-Olivier David, qui est là aussi, avec lequel nous avons beaucoup travaillé pendant des années, et qui est très proche, a toujours été très proche des témoins, mais qui continue évidemment son chemin hors du mémorial, avec beaucoup de luttes et d'associations. Et on reconnaît son investissement dans beaucoup de choses et sa constance. Alors après le témoignage d'Arlette, si ça vous intéresse, on vous propose sur le parvis une pièce de théâtre, une lecture théâtralisée et chantée. Il reste des places, donc vous serez les bienvenus si vous avez envie. Ça sera à partir de 20h. C'est Tomber dans les arbres de Camille Plocky, qui évidemment est une pièce qui revient aussi sur cette histoire de la Shoah et sur cette histoire du Vélodrome d'hiver. Donc je laisse la place à Jacques-Olivier. Je vous remercie de bien vouloir ne pas oublier d'éteindre vos téléphones. Voilà. Et je vous souhaite un très bon moment avec Arlette et Jacques-Olivier. Merci beaucoup, Sophie. Je suis très touché d'être ici. Effectivement, j'ai travaillé 18 ans au service pédagogique du Mémorial de la Shoah, et je m'occupais en particulier des témoins, de leurs témoignages auprès des scolaires, des collégiens et des lycéens. Donc j'ai quitté le Mémorial il y a maintenant 2 ans et demi, et je suis très très ému d'être là aujourd'hui en particulier, parce que cette journée, elle est placée par rapport aux souvenirs des 13 152 juives et juifs qui ont été arrêtés le 16 et 17 juillet 1942, comme le rappelait Sophie, dont 4 115 enfants. Et je vous rappelle que 2060 enfants avaient moins de 5 ans, donc la moitié avait moins de 5 ans, et l'objectif pour les autorités allemandes et celles de Vichy était d'arrêter 22 000 juifs. Voilà, donc on va bien sûr retracer cet événement à travers le vécu d'Arlette. Et on est aujourd'hui, c'est une journée nationale de commémoration aussi des victimes du racisme, de l'antisémitisme, mais aussi une journée d'hommage aux justes parmi les nations. Et il faut savoir que tout récemment, le 16 juin 2025, à Vendôme, ont été reconnus 2 justes dont Arlette parlera, qui sont 2 personnes qui ont aidé Arlette, sa sœur Danielle et leur mère Malka, à survivre. C'est Jeanne et Jean Philippot. Voilà, donc ils ont été reconnus tout récemment, c'est une actualité. Alors leurs noms ne sont pas encore sur le mur des justes, hein, il le sera dans quelques années. Mais voilà, il y a bien sûr la parution du livre d'Arlette aussi l'année dernière. Nous sommes aussi réunis pour évoquer ce livre. Et puis, les 30 ans du discours de Jacques Chirac, qui est un moment très important, le 16 juillet 1995. C'est vraiment un moment décisif. Et si le mémorial aujourd'hui peut vous proposer cette rencontre, c'est en partie grâce à ce discours et grâce à cette politique à cette époque. Donc dimanche prochain, j'en profite pour faire un peu de publicité au mémorial de Drancy. Vous avez une rencontre notamment avec Claude Chirac et le conseiller de l'époque de Jacques Chirac, qui évoqueront justement l'écriture de ce discours. C'était Christine Albanel, je crois, qui était la rédactrice de ce discours, avec Hubert Strauch et Sébastien Ledoux.
2 historiens, donc dimanche prochain à Drancy. Alors, j'ai rencontré Arlette en 2005, donc il y a 20 ans, au moment de la réouverture du mémorial. Et à cette époque, notre très cher ami Adi Fuchs m'a confié, il était responsable, c'était un ancien déporté juif de France de 1942, et il était à l'époque co-responsable de la commission témoignage de l'Union des déportés d'Auschwitz, que préside aujourd'hui Arlette Testiller. Et Adi m'a confié la liste des témoins qui témoignaient. Et dans cette liste, il y avait 2 testillaires, Joseph et Charles. Et j'ai appelé Charles, et en appelant Charles et en faisant venir Charles, évidemment, Arlette était présente, puisque pendant très longtemps, Arlette et Charles ont témoigné ensemble, ce qui est un témoignage assez exceptionnel, puisque pédagogiquement, c'était très complémentaire. On avait à la fois la Pologne et la France, l'histoire de la Shoah en Pologne et en France. Et j'aimerais placer aussi cette rencontre aujourd'hui par rapport au souvenir de Charles, qui nous a quittés il y a 7 ans. Voilà, donc on a que son souvenir soit toujours vivant, vraiment qu'il est aujourd'hui parmi nous. Et on parlera bien sûr de ton parcours de petite fille de 9 ans, Arlette tout court, tes souvenirs très précis, mais c'est vrai que ce dont je me souviens avec les élèves, c'est aussi cette mémoire sensorielle que tu as, hein, les odeurs, les sons, c'est vraiment une très très précis, très vif. Et puis, bien sûr, c'est le combat de votre mère, Malka, parce que c'est aussi un récit de résistance. Donc, je ne reviens pas, tu vas en parler. Si vous êtes en vie, toi et Madeleine, c'est aussi grâce au combat, surtout au combat de Malka, leur mère. Vous allez voir, il y a plusieurs moments où elle se bat, littéralement, physiquement même, contre les autorités pour sauver ses filles. Voilà. Une dernière chose aussi, c'est de rappeler quand même les enfants du 114 rue du Temple, où habitaient donc Arlette, Samuel, donc Malka et Madeleine. 114 rue du Temple, l'adresse, elle existe toujours. C'est maintenant une structure consacrée à la psychiatrie, en psychiatrie. C'est un très bel hôtel, début 18e. Et donc, je vais lire les noms des enfants du 114 qui ont été déportés. Michel Crespin, 3 ans. Raymond Crespin, 13 ans. Charles Gerst, 5 ans. Max Gerst, 9 ans. Lazare Scheinbuch, 11 ans. Et Regina Scheinbuch, 3 ans. Et on va revenir sur l'histoire de Regina par rapport à ce que je disais, par rapport à Malka, qui va essayer de sauver Regina, mais ça, Arlette va en parler. Et puis je termine cette présentation. En fait, Arlette, elle a 2 sœurs. Elle a Madeleine et elle a aussi la petite Lily, Liliane Pain. Donc Liliane Pain, qui vivait au 117 rue du Temple, qui est une amie juste en face, très très proche d'Arlette. Et il y a une actualité puisque Alexandre Doulut récemment a interviewé Liliane Pain, P-I-N-T, de son nom de jeune fille. Je crois que son nom de femme mariée, c'est Fichet, il me semble, hein, c'est ça. Et donc, vous pouvez écouter le témoignage de Liliane sur le site du mémorial. Et je vous invite vraiment à l'écouter, puisque le témoignage est tout récent. Elle l'a fait en 2025. Et elle parle de leur vie, de leur amitié. Et je pense que c'est très complémentaire de ce dont va nous parler Arlette aujourd'hui. Voilà, donc on reparlera après de tout ton travail pédagogique, de la dimension pédagogique de ton témoignage aussi, qui est important. Mais je te laisse la parole. Voilà, c'est à toi. Bien. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, c'est pour moi une journée plus que difficile. Le 16 juillet 1942, c'était la journée où j'ai perdu confiance dans la France que je vivais. Parce que j'ai eu une enfance très heureuse. Vous savez, on vivait avant la guerre, apparaît pas du tout comme maintenant. Maintenant,
je vois tous les jours, lorsque je témoigne avec les jeunes, ils ont tous ou un digicode ou un interphone pour rentrer chez eux. À mon époque, ça n'existait pas. On n'avait pas ni de digicode, ni d'interphone. On pouvait aller tous chez les uns, chez les autres. Il suffisait d'ouvrir une porte cochère, de rentrer, de dire tiens, Arlette, elle est là, est-ce que Lily, elle est là? On prenait un goûter chez les uns, chez les autres. Il y avait une liberté, une joie de vivre qui est tout à fait différente. Il n'y a pas ce stress qu'il y a actuellement. Les enfants, moi je vois, vous verrez, j'ai des petits-enfants, j'ai 6 arrière-petits-enfants, mais aucun de leurs parents ne les laisserait prendre le métro tout seul. Nous, on prenait le métro tout seul. On voyageait, la rue nous appartenait. On était chez nous dans la rue, toutes les rues nous appartenaient. Donc, d'avoir eu cette enfance heureuse, j'ai eu la chance d'avoir des parents plus que compréhensibles parce que j'étais pas une petite fille très sage. J'étais pas une petite fille facile. J'étais une insupportable gamine parce que j'avais pas la chance comme maintenant où il y a les écoles mixtes de filles et de garçons. Moi, j'allais à l'école des filles, il y avait l'école des garçons. Et je détestais les filles parce que les filles, ça pleure, ça crie, ça... Enfin bon, ça montait. Moi, je ne m'entendais pas du tout avec les filles, je ne m'entendais qu'avec les garçons. Donc, on avait cette joie de vivre. Aussitôt que je sortais de l'école, je n'avais qu'une envie, c'était de retrouver mes copains, d'aller jouer aux billes avec, d'aller jouer aux agrafes. Je faisais beaucoup de patins roulettes avec eux. Donc, on avait cette joie de vivre qui était... vous ne pouvez même pas imaginer cette liberté qu'il y avait. On n'avait pas de différence. Dans l'immeuble où j'habitais, c'était un grand immeuble, un grand pâté de maison, il y avait 4 familles juives, tous avec des enfants. Mais on vivait tous, juifs et non-juifs, tous ensemble. Il n'y avait pas de problème. On ne cherchait pas... Bon, c'est vrai que j'allais à l'école laïque, mais il n'y avait pas de problème ni de religion, ni de race. Nous, j'étais élevée dans une famille pas très religieuse, c'est vrai, mais très traditionnelle. Donc, j'avais la chance, par exemple, on a les fêtes de Noël qui tombent en même temps que nos fêtes de Hanouka, nos fêtes des Lumières. Donc, j'avais des cadeaux pour Noël, j'avais des cadeaux à Hanouka. On avait la fête de Pâques, de Pessah. Il y avait la Pâques catholique. On avait des chocolats. Nous, on faisait le Pessah. Ben, j'avais des chocolats de l'autre côté. Donc, on a été élevés comme ça et dans l'amour de la France. Plus français que mon père, ça n'existait pas. Je vais vous montrer un exemple. En 1938, donc avant la guerre, on est l'été 1938, on se trouve à Pontaillac, à côté de Royan. On est au bord de la mer et j'entends mon père qui parle avec des amis et qui dit qu'il y avait déjà des rumeurs de guerre, puisque Hitler avait déjà été nommé chancelier en 1933. Et il y avait ces rumeurs, mais quand on a 7 ans, on ne fait pas très attention. Mais j'entends quand même mon papa qui dit « Oh, s'il y a des conflits, moi, je m'engage tout de suite pour me battre pour la France. » Et là, je le regarde, je dis « Mais se battre, ça, moi, je me bats avec les garçons, mais papa, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il va aller se battre ?» Et c'est vrai qu'en 1939, mon père s'est engagé volontaire au 21e régiment. Il y a des photos d'ailleurs dans le livre où on le voit en régiment, en uniforme.
Et je me souviens, quand il est parti, maman pleurait. Et moi, je le trouvais très beau. Bon, il a vite été démobilisé puisqu'on a capitulé, la guerre a été terminée. Et puis moi, j'étais très heureuse. On m'a rendu mon papa. Il m'avait mis son calot sur ma tête et je courais comme une folle. Ça y est, papa, il est rentré. Et on avait vécu jusqu'à cette époque une relativité de liberté. Est arrivé très vite, malheureusement, le recensement. Il a été se faire recenser parce que pour lui, il était en règle. Il a été se faire recenser et il s'est fait inscrire. Et on a vécu comme ça jusqu'à fin 39, jusqu'en 40, jusqu'à est arrivé les lois de spoliation. Vous savez, la spoliation a été virulente parce que mes parents possédaient des grands ateliers de fourrure avec du matériel qui valait une fortune pour les Allemands, qu'ils en avaient besoin. Ils faisaient avec ça des gilets en peau de lapin qu'ils envoyaient à l'armée allemande sur le front russe. Donc tout a été saisi à la maison. On a saisi l'atelier, ils ont saisi le matériel. D'ailleurs, j'ai encore les papiers, je ne sais pas si je les marquais dans le livre, mais il y a eu 2 administrateurs de biens, un qui s'appelait Choquenet et l'autre qui s'appelait M. Sénac. Et ces 2 administrateurs de biens se sont appropriés tout de suite tout le matériel qu'on avait. Donc, on a commencé à vivre sans travailler. Les Juifs n'avaient plus le droit de travailler. Il y avait des lois, mais des lois absurdes contre les Juifs. Il y avait des interdictions d'aller dans les cafés, les restaurants, les cinémas. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple d'une loi absurde. Il y en a haut comme ça, il y a tout un dépliant de ces lois. Et il y en a une qui dit, par exemple, les Juifs ont le droit de jouer à la loterie nationale. Vous savez, c'est comme maintenant, le tic-et-toc. Bon, nous, on n'avait que la loterie nationale. Donc, les Juifs ont le droit de jouer et de miser à la loterie nationale, mais s'ils gagnent un lot, ils n'ont pas le droit de le toucher. Vous voyez jusqu'où allait l'absurdité, voilà l'interdiction. Il y avait ça qui a été quelque chose de marquant. Et puis pour moi, qui a été le plus marquant, puisque je jouais avec tout le monde, c'est qu'on avait tous des cartes d'alimentation. Il y avait des cartes aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs, pour le pain, pour le lait, pour la viande, pour les vêtements. Mais nous, on avait un tampon dessus, rouge, où il y avait écrit juif dessus. Donc, on n'avait pas les mêmes horaires pour aller dans les épiceries. On n'avait pas les mêmes horaires pour aller dans les boulangeries. Donc, là a commencé, on s'est rendu compte qu'est arrivé un moment où on a été très marginalisés. Mais mes parents étaient des gens qui avaient le sens de la pédagogie, qui ne nous faisait pas le sentir, ma sœur et moi. Donc on a vécu pas très difficile jusqu'à ce qu'est arrivé la première interdiction qui nous a été donnée, c'était ce qu'on appelle les premières arrestations. Il y a eu des rafles, vous savez ce que c'est, et il y a eu des arrestations. Il y a eu sur Paris 2 grosses arrestations. La première arrestation, c'est ce qu'on appelle l'arrestation des notables, où le grand-père d'Anne Sinclair, la journaliste, a été arrêté.
Et on les a emprisonnés, on les a mis aussi dans les camps d'internement. Et c'était des Français, mais de longue souche. C'était déjà de 3 ou 4 générations. Donc ils se considéraient vraiment plus que Français aussi. Donc ils ont reçu cette convocation et ils y sont allés. C'est ce qu'on appelle la première arrestation sur convocation. Et il est arrivé une deuxième convocation, ce qu'on appelle l'arrestation du billet vert. Et là, mon père en a fait partie malheureusement. On a reçu une convocation qui était de la grandeur d'un billet de 50 €, quelque chose comme ça, où il y avait écrit présentez-vous au commissariat de votre arrondissement. Nous habitions dans le 3e. L'arrondissement, le commissariat, il était rue Beaubourg, pour vérification d'identité. Et je vois mon papa qui dit à maman demain, je vais me présenter, puisque vérification d'identité. Et puis, vous savez, il y a ces femmes qui ont cette espèce de 6e sens un peu. Et j'entends maman qui dit « Mais non, n'y va pas, il ne faut pas y aller, regarde, on nous a déjà tout pris, regarde, on ne peut plus travailler, on n'a plus de moyens pour vivre, n'y va pas, n'y va pas. » Et j'entends mon père, et ce sont les dernières paroles que je me souviens que mon père a dit « Mais pourquoi je n'irai pas? Les enfants sont français, je me suis battue pour la France. Et puis, dans la France, de Voltaire, de Diderot, de Zola, de Rousseau. Attendez, moi j'ai 8 ans et demi. Moi, je ne connais pas ces gens-là. Je pense que c'est des copains de mes parents. Je me dis, bon, on est tranquille. Papa, il a dit, il y a Voltaire, il y a Diderot, il y a Zola, il y a Rousseau. Et il s'est présenté le lendemain matin. Et c'était bien fichu, ce billet, parce qu'il y avait écrit « accompagné d'un adulte ». Pourquoi accompagné d'un adulte? Parce que lorsqu'il est arrivé, je me souviens, au commissariat de la rue Beaubourg, on lui a pris ses papiers, puisqu'on l'a accompagné, ma sœur, ma maman et moi, et on lui a pris ses papiers et on a dit à maman, voilà, il ne ressort plus, allez lui chercher des vêtements. Et à partir de cette époque, mon père est parti dans le camp d'internement de Pithiviers et il n'en est plus jamais ressorti. Donc il y a été en toute confiance. Pour lui, c'était normal. Il était français, les enfants étaient français, il s'était battu pour la France, mais il n'en est jamais ressorti. Il est resté dans ce camp de Pithiviers jusqu'en début 1942. Et début 1942, on a reçu un deuxième papier où il y avait écrit dessus « Parti en destination inconnue ». Destination inconnue, ça ne voulait rien dire pour nous. Même actuellement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on a cru? Et on était naïfs, parce que quand on a reçu ce papier, tout de suite, avec les voisins, on s'est réunis et on s'est dit, mais où est-ce qu'ils vont les emmener et tout ça. Et on a pensé qu'il partait travailler en Allemagne. Pourquoi partir en Allemagne? Parce qu'il existait à cette époque ce qu'on appelle le STO, le service du travail obligatoire, et qui n'était pas uniquement pour les Juifs, c'était pour tous les adultes. Tous les jeunes au-dessus de 16 ans devaient partir en Allemagne pour travailler dans les usines d'armement pour l'Allemagne. Donc, on s'est dit, bon, il va partir travailler aussi en Allemagne. On n'a pas pensé un quart de seconde que cette destination inconnue était la direction des camps de Pologne, Auschwitz,
j'ai son certificat, j'ai son papier. Je me souviens la première fois que je suis allée à Auschwitz, c'était tout de suite après la fin du rideau de fer qui est tombé entre la Russie et la France et l'Europe. Et je rentre à Auschwitz avec mon mari. Et quand on rentre dans le camp d'Auschwitz, où il y a écrit Arbeit macht frei, le travail rend libre, il y a tout de suite sur la gauche une baraque où il y a écrit administration. Donc je dis à mon mari, écoute, continue avec le groupe, je vais voir, est-ce qu'il y aurait peut-être des nouvelles de papa. Donc je suis rentrée dans ce bureau, on m'a fait remplir un papier en anglais, je remplis ce papier et je vous assure, ça n'a pas duré un quart d'heure où il y a une employée qui est venue, qui a retiré une fiche manuscrite où il y avait écrit Abraham Reimann, le nom de mon papa, arrivé début 42, carré des Français, baraque 28, direction la chambre à gaz et le four crématoire. Et j'ai sa date de ce passage. Donc je sais exactement où est-ce qu'il était. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai fait 15 voyages à Auschwitz. Lorsque j'y vais, bien sûr, je passe devant cette baraque 28 et je fais ce qui est traditionnel chez les Juifs, puisqu'on n'apporte pas de fleurs en réalité sur les tombes, on apporte des pierres et j'apporte des pierres de France que je mets à la baraque 28. Si bien qu'il y a 7 ou 8 ans, juste avant le décès de mon mari, où il y a un groupe de scolaires où je leur avais raconté ça, ont envoyé des photos et ils ont retrouvé les pierres que j'apportais de France, qui étaient mises dans les interstices de cette baraque, parce que à Auschwitz, c'est pas comme à Birkenau. Auschwitz a été construit en pierre, en briques. C'était une prison qui était vouée aux réfractaires contre le régime. Donc, c'était des bâtiments solides. Alors qu'à Birkenau, c'est des baraques en bois. Et donc, on a retrouvé ces pierres, sont toujours là. Et quand des jeunes vont sur Auschwitz, ils m'envoient des photos où il y a toujours les pierres que je rapportais de France. Donc, on était persuadés que mon père travaillait en Allemagne. Ça ne nous est pas venu à l'idée qu'il était parti pour se faire assassiner. Si bien que, vous voyez, quand est arrivé le 16 juillet 1942, où je raconterai comment ça s'est passé, est arrivé le 16 juillet 1942 et que nous aussi, on nous a mis dans ces horribles wagons à bestiaux, on a pensé qu'on irait aussi travailler. Et c'est à partir de cette époque que la France s'est réveillée. Et le 16 juillet 1942, c'est une journée un peu comme aujourd'hui, où il ne fait pas très très chaud, il y a comme une espèce de petite pluie fine d'été qui tombe. Et je me souviens, on frappait à la porte. Et maman va ouvrir, ma sœur dort encore, 6 heures du matin. Elle demande qui est là, police. Il y avait 2 policiers avec des feuilles comme ça dans la main. Et ils disent, voilà, on vient arrêter votre mari, Abraham Reimann. Et ma maman, qui avait l'habitude d'avoir du personnel sous ses ordres, qui était une femme qui avait du caractère à poigne, dit, mais il est déjà parti, et il est déjà parti en destination inconnue. Et eux, sans se démonter, je vous assure froidement,
On dit, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants. Et c'est là qu'ils ont commencé à nommer le prénom de ma sœur, Madeleine, Arlette, moi-même, Malka, ma maman. C'est vous et vos enfants, dépêchez-vous, prenez du linge, des vêtements, et suivez-nous, fermez l'eau et le gaz, il faut les donner à la gardienne. Mais prenez des vêtements et de la nourriture. Mais quelle nourriture? On n'avait pas de nourriture ou d'avance. Faut pas oublier qu'on était juifs, on n'allait pas dans les épiceries aux mêmes horaires que les autres. On n'avait pas les mêmes rations qui restaient. Donc, on n'avait pas de nourriture. Puis des vêtements, on est en plein été. Pour aller où? Vous savez, avant la guerre, les Juifs partaient pas beaucoup en vacances. Vous savez, c'est pas comme maintenant. Lorsqu'il y a des enfants dans les écoles, tout de suite on organise des camps de vacances. Ils ont des sacs à dos et ils vont prendre du bon air. À notre époque, c'est quelque chose qui n'existait pas. Où les petits Parisiens, s'ils avaient mauvaise mine et qu'ils avaient la chance d'avoir des grands-parents qui avaient des fermes à quelques kilomètres ou 5 kilomètres ou plus loin même de Paris, on les envoyait chez les grands-parents. Et les Juifs, on n'avait pas de famille, donc on ne savait pas où aller. On n'avait pas ces endroits-là. Donc, il y avait la Croix-Rouge, c'est vrai, qui passait dans les écoles. S'il y avait quelques petits Parisiens qui avaient mauvaise mine, ils les envoyaient dans les fermes chez les paysans. Et c'est comme ça aussi que ma mère a eu connaissance de familles non juives qui cachaient des enfants. Mais quand nous, on était prises ce 16 juillet, je me souviendrai toujours, ma mère ne voulait pas se laisser arrêter. Elle s'est battue avec eux, mais vraiment battue. Elle a pris tout ce qu'elle a trouvé. Je me souviens, il y avait des coupes, je ne sais pas si c'était en verre ou en cristal sur la table. Il y avait des tabourets, des chaises. Elle s'est battue avec eux. Elle dit, vous ne m'aurez pas, vous avez déjà eu mon mari, vous ne m'aurez pas, je n'irai pas. Et eux, sans se monter, mais froidement, faites vite, dépêchez-vous, prenez quelques vêtements et suivez-nous. Et ma mère ne voulait pas. Bien sûr, ça n'a servi à rien. Bien sûr qu'elle a ameuté tout l'immeuble. Tout l'immeuble se demandait, mais qu'est-ce qui se passait à notre étage? Ma mère ne voulait pas se faire arrêter. Mais ça ne servait strictement à rien, bien sûr. La police avait plus de force que nous étions des enfants. Et je me souviens très bien, on est descendu dans la rue et il y avait ces horribles autobus qui nous attendaient. Vous savez, on en voit encore de temps en temps de ces autobus parce qu'ils s'en servent pour faire du cinéma d'avant-guerre. Ça sert encore parce que ce sont des autobus à plateforme. Et je me souviens, il y avait ces autobus et il y avait la police qui était là et qui disait « Posez vos affaires, poussez-vous, posez vos affaires. » Pourquoi poser nos affaires? Parce que comme je vous disais, partez pas en vacances, il n'y avait pas de valise, les gens n'avaient pas de valise, partaient pas en vacances. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris certains des têtes d'oreiller, d'autres ont pris des nappes ou des draps, et puis ont mis quelques vêtements, et puis on fait des baluchons. Et je me souviens être bousculée dans cet autobus, on disait posez ça ici, poussez-vous, rentrez, et puis ça a été l'horreur dans les autobus. Les enfants qui pleuraient, qui criaient, les mamans qui étaient complètement déboussolées. Et on est parti direction le Vélodrome d'hiver. Parce que oui, parce qu'il y a eu certains policiers qui ont été prévenus qu'il y aurait une rafle le 16 juillet et qui ont averti certaines familles, sauvez-vous, cachez-vous, demain, on viendra vous rafler. Donc il y a eu certaines familles, mais
Lily, la petite Lily, qui est toujours mon amie, et qui était là avec moi la semaine dernière à Vendôme, elle n'a pas bénéficié de ça. Elle a bénéficié de 2 policiers qui sont venus, comme chez nous, à 6 heures du matin, puisqu'elle habitait, nous, au 114, elle au 117. Et quand ils sont rentrés chez elle pour lui dire suivez-nous, elle s'est mise à pleurer. Il y avait la petite Lily qui était là. Et les policiers ont eu un peu pitié d'elle. Et elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Mon mari est déjà parti. Son père était avec le mien à Pithiviers, il était déjà parti. Donc, elle est tombée sur 2 policiers, dont un qui lui a dit, écoutez, prenez votre gamine. C'était la première fois qu'elle entendait ce mot-là. Prenez votre gamine, allez chercher du pain et du lait, et vous revenez. Et elle dit, mais il est 6 heures du matin, tout est fermé. Et eux, c'est la police, c'est le droit. Il dit, je vous dis de descendre et d'aller chercher du pain et du lait. Et vous prenez votre gamine avec vous. Elle a pris la petite Lily, ils sont descendus, et c'est dans la rue qu'elle s'est rendue compte que ces policiers venaient de lui sauver la vie. Bien sûr que tout était fermé. Bien sûr qu'il n'y avait pas de boulangerie ni de laiterie qui était ouverte. Elle s'est cachée dans une porte cochère et c'est comme ça qu'elle a eu la vie sauve grâce à ces policiers. Bon, on l'a su qu'après, parce que quand nous, on est revenus du camp de Bonne-la-Rolande, on ne savait pas où aller. Quand ma mère a réussi à nous faire sortir de cet horrible camp de Bonne-la-Rolande, tout l'immeuble, toute la rue avait été prise et emmenée au vélodrome d'hiver. Maman s'est souvenue qu'au vélodrome d'hiver, elle n'a pas retrouvé ni Lily, ni sa maman Paulette, en se disant, mais elles sont restées. Et c'est comme ça qu'on est monté, après le vélodrome d'hiver, on est monté chez la maman de Lily, et il y avait Paulette qui était avec nous. Et moi, comme c'était ma meilleure petite amie, je commence à dire, mais et où elle est Lily? Pourquoi Lily, elle n'est pas là? Elle dit, Lily, on l'a déjà emmenée, elle est partie en vacances à la campagne. Sa mère s'était débrouillée pendant que nous étions raflés au vélodrome d'hiver et au camp de Bonne-la-Rolande, à cacher Lily. Comment elle a fait? Alors on va peut-être revenir sur votre arrivée au Veldiv, Arlette, ta mère, Madeleine et toi. Juste préciser quand même les âges. Ta mère, en 1941, elle a 41 ans, enfin 40 ans, elle est de 1901, c'est ça, de 40 ans. Et ton père, donc, il a 36 ans, c'est ça, quand il est arrêté. Hein, voilà. Ma mère, en fait, elle est plus jeune, parce que ma mère, elle est arrivée avec des faux papiers de sa sœur, qui était plus âgée, qui lui permettaient de venir ici. Donc ma mère avait le même âge que mon père. Et peut-être préciser l'âge de Madeleine par rapport, parce que tout le monde... Ma sœur, on a 16 mois de différence. Si moi, je vais avoir 9 ans, elle a 10 ans et demi. On est pratiquement jumelles, on ne s'est jamais quittés. Mais oui, donc, quand on est arrivé au Veldiv, on ne connaissait pas, nous, le Veldiv. Le Veldiv, nous, on habitait à la République. Le Veldiv, c'est du côté de la Tour Eiffel, dans le 15e arrondissement. Il faut traverser tout Paris. Ce vélodrome d'hiver, c'était un petit peu comme maintenant un petit Bercy, un stade, où il y avait des manifestations sportives, où il y avait des pistes cyclables, il y avait des compétitions de vélo, de catch, même de politique, enfin toutes sortes de manifestations. Et nous, on ne connaissait pas du tout.
Moi, j'avais des parents qui ne devaient pas être ni sportifs, ni politisés du tout. Parce que je ne me souviens pas du tout avoir été avec mes parents au Vélodrome d'hiver et que mon père soit parti au Vélodrome d'hiver. On était plutôt côté musique. Je me souviens avoir été au Châtelet, écouter au Pays du Sourire, et têtue comme j'étais toute petite. Mon papa devait avoir pris certainement de très bonnes places, mais comme j'étais petite et que je voyais rien, ben, j'ai dérangé toute l'allée. Je me suis assise au plein milieu de l'allée et il y a l'ouvreuse qui m'a apporté une chaise pour que je puisse regarder le spectacle. Donc je me souviens, on allait beaucoup euh, écouter de la musique et puis on allait au cinéma, ce qui nous a été interdit très vite parce que le cinéma tous les jeudis, c'est pas comme maintenant, c'est le mercredi, il n'y a pas de classe, maintenant nous c'était le jeudi. Mais lorsqu'on était sage, ben, le jeudi on allait au cinéma, on allait voir Mickey, on allait voir Charlot, on allait voir Laurel et Hardy. Donc on était très, très libre. Et donc je ne connaissais pas ce vélodrome d'hiver. Vous dire ce qu'était le vélodrome d'hiver, vous ne pouvez même pas imaginer. C'était dantesque. L'enfer de Dante, c'était pire que ça. Ils sont arrivés avec ces autobus, ils ont déversé ces gens. Il y avait des vieillards, des femmes enceintes, des gens malades, des gens sur des brancards. Déverser ça dans ce vélodrome d'hiver. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à boire, il n'y avait rien à manger. Il n'y avait pas d'eau, il faut dire la vérité. Il n'y avait pas d'eau. Ils avaient coupé l'eau, pas spécialement pour les Juifs, soi-disant que l'hiver précédent avait été très rigoureux et ils avaient jugé nécessaire de fermer l'eau pour les canalisations qui n'éclatent pas. Donc on n'avait pas d'eau, on n'avait rien à boire, on n'avait rien à manger. C'était horrible. Les cris qu'il y avait, les enfants qui hurlaient, qui étaient là tout le temps, c'était horrible. Je me souviens, il y a un passage qui m'a marqué et qui m'a fait perdre une partie de mon enfance. Je me souviens, on est dans ce vélodrome d'hiver et je dis à maman, maman, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie d'aller faire pipi. Elle me dit, bon, bah, écoute, je reste assise là. Nous, on s'était assis sur des murets en béton, puisque c'est tout ce qu'il y avait. On était tout en bas, on était arrivés dans les premiers, et on était assis sur ces murets. Et elle dit, écoute, tu vas avec Lazare, c'était lui qui était le plus âgé de notre immeuble, on s'était tous réunis dessus, et il doit y avoir des toilettes là-haut. Et tu montes avec lui. Lazare me prend par la main, et je vous assure, lorsque j'ai vu la première fois le film, La Rafle, je me souviens comme si c'était hier. On était aux Champs-Élysées, il y avait M. Jacques Chirac qui était là, il y avait Serge Klarsfeld, il y avait 2, 3, 4, 5 survivants du vélodrome d'hiver. Et on est assis, on regarde ce film, et je dis à mon mari, il faut sortir, ça sent mauvais. Il dit, écoute, ça sent pas mauvais, on est aux Champs-Élysées. J'ai dit, chérie, ça sent mauvais, il faut sortir de ce cinéma. Il faut... je ressentais cette odeur qu'il y avait lorsque j'avais pas 9 ans, lorsque j'étais au vélodrome d'hiver. Et je me le souviens avec Lazare, il me prend par la main et on monte et il dit, maman a dit, il doit y avoir des toilettes là-haut. Et plus on monte, il y a ces odeurs qui sont là, il y a les excréments, il n'y a pas d'eau,
il y a les urines, il y a les excréments qui descendent. Puis on arrive assez haut. Qu'est-ce qu'on voit? Des gens, pudiquement, qui font leurs besoins, d'autres qui les cachent derrière un vêtement ou derrière une nappe, enfin, je ne sais pas trop quoi. Et ce qui m'a, pour moi, quitté cette période d'enfance que je ne savais pas. On ne sait pas à 9 ans. Je vois du sang. Je vois des morceaux de chiffon partout, plein de sang, partout. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça qui se mélange à tous ces excréments? Et je me mets à hurler, Lazare, il faut descendre. On est en train de tuer tout le monde. Regarde, il y a du sang partout. Mais moi, je ne savais pas, à 9 ans, je ne sais pas que les femmes ont des périodes, que le sang, c'est quelque chose de normal. Et quand je vois ces chiffons avec ce sang, moi, je suis persuadée qu'on tue les gens. Et je me mets à hurler, je descends, et je crie avec maman, « Maman, il faut sortir, il y a du sang partout, tu verrais ce qui se passe, il y a du chiffon partout, ça descend de partout, ça sent mauvais, il faut sortir. » Et je me souviens, ma mère m'a prise dans ses bras, et avec son intelligence, elle a essayé de m'expliquer. Et elle me parle. Mais moi, je ne veux pas entendre. Et puis, je n'écoute pas. Et je n'ai pas envie d'entendre ce qu'elle me raconte. Elle a beau essayer d'expliquer, non, tu verras plus tard, je ne l'entends pas, je ne veux pas entendre. Pour moi, elle me raconte des histoires, des mensonges. Où il est papa? Où est Zola? Pourquoi on est ici? Ça sent mauvais. Qu'est-ce que c'est que ce sang? Elle a beau essayer de m'expliquer, tu verras plus tard. Je dis, maman, c'est pas vrai. Tout ce que tu me racontes, c'est des mensonges. Et c'est là que j'ai vraiment perdu toute ma première innocence. Je suis désolée. On reviendra peut-être dans les questions sur aussi l'année 41, parce que Arlette, Madeleine et Malka ont été visités, donc Abraham au camp de Pithiviers. Et il se trouve qu'à ce moment-là, un gendarme à Pithiviers, Gaston Schiffmacher, qui est originaire d'Alsace, va aider la famille Reymann. Voilà, donc c'est important de revenir sur cette année 41. Et maintenant, donc vous allez quitter tu peux peut-être encore parler du Veldiv ou On peut arrêter du Veldiv, donc, parce que le Veldiv, après le Veldiv... Vous vous dirigez vers la gare d'Austerlitz. Oui, la gare d'Austerlitz. Vous savez, bon, il y en a quelques-uns qui me connaissent ici. J'étais une femme plutôt téméraire. J'ai tout fait. De la plongée sous-marine, du ski, du deltaplane à ski. Je suis un vrai casse-cou. Mais aller à la gare d'Austerlitz, je ne peux pas. Aller à la gare d'Austerlitz, c'est quelque chose pour moi de plus que difficile. Parce que je me souviens, il fait très chaud. On arrive gare d'Austerlitz. Ils avaient vidé tous les passagers de la gare d'Austerlitz. Il n'y avait aucun civil, uniquement ces trains à bestiaux. Je ne sais pas si vous les avez vus, si vous avez été à Drancy, vous les avez vus. Il y avait ces trains qui étaient là, et puis nous, on arrivait avec nos autobus, et on nous a mis devant ces wagons. Vous dire comment c'était. Vous savez, un wagon à bestiaux, c'est fait pour les bestiaux. C'est pas fait pour les vieillards. C'est pas fait pour les enfants. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de porte. Il y a juste des portes en métal coulissant. Il n'y a pas où respirer. Et je me souviens, on est arrivé dans cette gare chauffée
Elle a vraiment chauffé à blanc, il faisait très très chaud. Ils avaient eu un peu d'humanité, vous voyez, je vous raconte toute la vérité. Ils avaient eu un peu d'humanité. Devant chaque wagon à bestiaux, ils avaient mis ce que l'on appelle, ce qu'on appelait à cette époque, des bidons en métal. Il y avait des bidons où on livrait le lait et un autre avec de l'eau. Et il y avait donc devant chaque wagon à bestiaux ces deux bidons qui sont là, avec un quart métallique militaire qui était là. Et bien sûr, les mamans, voyant ça, commencent à se précipiter pour donner à boire à leurs petits. Ça fait des journées, on ne sait plus combien de temps. On n'a pas bu, on n'a pas mangé, ni rien. Et là, il y a maman qui est là. Elle, cette maîtresse femme, qui commence à crier « Ne vous battez pas », parce que les femmes se battaient pour donner à boire à leurs enfants. « Ne vous battez pas, ils veulent qu'on soit des bêtes, on n'est pas des bêtes. Il faut commencer à donner à boire aux plus petits. » Ben, les femmes l'ont écoutée. Et elles se sont arrêtées. Et je me souviens très bien, maman commence à distribuer du lait. Et j'ai ma sœur, qui a 16 mois de plus que moi, qui s'approche de maman, puis qui dit « Maman, j'ai soif ». Et je me souviens comme aujourd'hui, maman qui l'a repoussée gentiment en lui disant « Madeleine, c'est pas ton tour ». Voilà comment était ma maman. Mais comment ça s'est passé après? On est monté dans ce wagon à bestiaux. Il n'y avait pas où respirer. On est serré. Et j'entends maman qui crie « Prenez un enfant dans les bras, soulevez-le, faites-le respirer ». Où il y a ce soupirail à la hauteur des naseaux des chevaux. Et je me souviens avoir été soulevée plusieurs fois. Mais elle a fait autre chose dans ce train. Vous savez, la France, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ce train? Maman a décidé de prévenir des voisins non juifs comme quoi on a été arrêté arbitrairement, puisque tout nous a été saisi, tout notre matériel, toute notre usine a été prise, a été mise dans un atelier rue Martel à l'hôtel. Ils ont construit une usine, usine Grundel, et maman décide de prévenir des voisins non juifs comme quoi on a été arrêté arbitrairement. Elle a un Ausweis. Un Ausweis, c'est-à-dire, c'est un papier qui lui donnait le droit de circuler parce qu'elle avait ordre de s'occuper du matériel, de notre matériel qui avait été saisi, de voir qu'il soit en bon état et avec promesse que si elle travaillait dans cette usine qui servait aux Allemands, en fait, la police française travaillait avec les Allemands, faisait des petits gilets en peau de lapin qu'on envoyait aux soldats allemands sur le front russe. Et on avait promis à ma mère que si elle surveillait et si elle travaillait, elle libérerait papa. Donc elle avait cet Ausweis dans son sac. Et dans le train, elle décide donc de prévenir les voisins. Et je me souviens, elle sort de son sac, elle écrit un petit mot sur mon dos et elle le roule comme une cigarette. Le train va démarrer et elle va pour le jeter sur la voie ferrée. Et elle se ravise. Pourquoi? Elle a pris de l'argent dans sa poche. Je ne sais pas si c'est un billet de 5 francs, de 2 francs, enfin je ne sais pas trop, qu'elle a rajouté à ce petit mot. Elle a roulé et elle va pour le jeter sur la voie ferrée, mais il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de timbre, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a tiré quelques cheveux et elle a attaché les deux ensemble. Essayez ce soir d'enlever des cheveux sur une brosse, enroulez-le, c'est plus solide qu'un élastique. Eh bien, ma mère a relié le billet qu'elle a écrit, plus l'argent, et elle l'a jeté
sur la voie ferrée quand le train a démarré. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, ce petit mot est arrivé. La France n'est pas tout noir. Vous voyez, c'est à partir de cette époque que la France s'est réveillée. Parce que quand mon père est parti du camp de Pithiviers et qu'on a dit qu'il est parti en destination inconnue travailler en Allemagne, bon, pourquoi pas? Ils se sont dit, c'est des adultes. Mais quand les Français ont vu ces wagons, ces trains à bestiaux, avec ces petites mains de vieillards, ces petites mains d'enfants, ils ont dit, ceux-là ne vont pas travailler. Ceux-là, on ne les envoie pas en Allemagne. Et c'est à partir de cette époque que la France s'est réveillée. Vous savez, de toute l'Europe. C'est vrai que la France a collaboré avec le gouvernement de Vichy. C'est vrai. M. Jacques Chirac l'a dit. Mais de toute l'Europe, c'est en Europe qu'on a sauvé le plus d'enfants juifs. Et à partir de cette époque, c'est pour ça que je vous dis, la France, ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc. Ils se sont réveillés. Et c'est là qu'ils se sont dit, il faut aider. Et à partir de là, quelques enfants ont réussi à briser des grillages, ont réussi à sortir du train. Bon, nous, on n'a pas réussi. On est arrivé dans le camp de Mons-la-Rolande. Le camp de Mons-la-Rolande, c'était retour l'horreur. Mais vraiment, parce que ce camp avait été occupé avant par les hommes. Donc, il y avait des chalets en bois, avec de la paille, avec plusieurs niveaux. Et bien sûr, les mamans commencent à se battre. Les unes vont être en haut, les autres vont être en bas. Mais il n'y avait pas d'endroit qui était bon. Parce que les mamans, c'est pas comme maintenant. Maintenant, les mamans ont si un enfant fait, il y a des changes en cellulose. Mais à notre époque, ça n'existait pas. Les mamans, elles avaient pris 2-3 linges qui a tout de suite été souillés, salis. Donc ceux qui dormaient en haut faisaient pipi sur ceux qui étaient en bas. Ça a été l'horreur totale. Ça a été d'une saleté très vite parce que les femmes ne savaient plus du tout où elles en étaient. Et ma mère, cette mère courage, mais vraiment c'est une mère courage, elle voit ce qui se passe et elle décide, il faut laver les enfants. Et comme ce camp avait été occupé par les hommes avant, elle a trouvé une bassine, elle a mis de l'eau, c'est l'été, puis elle s'est dit, je vais laver les enfants. Elle met l'eau à chauffer au soleil. Et là, je vois des gendarmes passer. Et je reconnais les gendarmes, parce qu'ils n'ont pas le même uniforme que la police. La police est tout en bleu marine, avec une pèlerine, et différent. Les gendarmes sont en bleu, une bande noire sur le côté, et ma mère avait déjà sympathisé avec une famille de gendarmes qui gardaient le camp de Pithiviers de mon père. Donc, je connais que c'est des gendarmes. Et il y a ces gendarmes qui s'approchent de ma mère avec sa bassine, là, elle est là, en attendant que ça chauffe, au soleil, et qui lui demandent « Qu'est-ce que tu fais ?» C'était une époque, on ne tutoyait pas les gens hein, comme maintenant, puis surtout pas ma maman. Elle dit « Il faut laver les enfants ». Et lui a donné un grand coup de pied dans la bassine, et il a dit « C'est moi qui décide ». Bon, moi je ne dis rien, je regarde maman. Il a eu le dos tourné, elle a recommencé une deuxième fois. Et puis lui, il a revu le manège qu'elle a fait. Il est repassé une deuxième fois. Et il a redonné un coup de pied dans la bassine. Je ne connais pas vos mamans, mais je peux vous dire que ma mère est pire qu'une mère juive, ça n'existe pas. Ma mère a recommencé une troisième fois. Et là, je ne sais pas si c'est
si c'est lui, il est passé avec un collègue, ou est-ce que le collègue... Enfin, il a dit, maintenant, tu les laves, tes gosses. Et c'est comme ça que ma mère nous a lavés. Ma mère a tout fait pour tenir tête aux gendarmes. Parce qu'elle voulait absolument sortir. Et pourquoi je suis là? Si je suis là, c'est grâce à ma maman. Parce que dans le camp de Bonne-la-Rolande, comme je vous ai dit, il y avait des gendarmes qui gardaient ce camp. Mais ils avaient besoin d'interprètes qui parlaient l'allemand. Et puis c'était une époque où la langue allemande n'était pas une langue en odeur de sainteté. Il ne faut pas oublier, il y avait eu la guerre de 70, la guerre de 14, avant, le conflit entre l'Allemagne et la France n'a jamais été de grande joie. Mais ma mère parlait entre son yiddish, qui est moitié juif, moitié allemand et tout ça. Elle s'est dit, moi je parle l'allemand. Et moi je savais qu'elle ne parlait pas vraiment l'allemand. Et je lui ai demandé après, pourquoi? Elle dit, tu sais, si on rentre dans les bureaux, on ne sait jamais, je veux voir. Donc elle s'est portée volontaire pour travailler dans ce bureau où il y avait des gendarmes. Jusqu'au jour, je me souviens, où elle est revenue dans la baraque en disant « ça ne va pas du tout, du tout ». Et tout le monde lui saute, mais Malka, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ça ne va pas? Ben voilà, dans le bureau où j'étais, on a fait des listes où il y a des listes de femmes et des listes d'enfants. On va séparer les enfants des mamans. Et là, toutes les mères lui sont tombées dessus. Elle dit, mais tu es folle. Jamais, jamais les Français sépareront les enfants des parents. Ça n'existe pas. C'est la perle de la France. Moi, c'était la première fois que j'entendais une perle, que des enfants étaient des perles. Et je dis, maman, pourquoi elle raconte ça? Elle dit, il faut sortir de là. C'est sûr, si on a fait ces listes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que, vous savez, quand on raconte un mensonge, quand on raconte une histoire, où il faut qu'elle soit très grande, il faut que ça tienne le coup. Et ma mère nous a raconté après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée dans la baraque où il y avait les gendarmes, en leur disant, vous voyez, voilà, j'ai cet Ausweis, c'est-à-dire ce droit de circuler, puisque vous avez pris tout notre matériel. Je dois retourner à Paris. Je suis utile à l'armée allemande. Je travaille pour les Allemands dans cette usine Grundel avec notre matériel qui a été saisi. Mais relâchez-moi avec mes enfants. J'ai caché du matériel et je vous dirai où c'est. Et c'est là qu'elle est revenue dans la baraque en racontant, en disant, voilà, peut-être que je vais pouvoir sortir. Donnez-moi des enfants. Je dirais, c'est mes neveux, mes nièces. Mais aucune mère a voulu se séparer de ses enfants. Donc c'est la petite Regina qui a 3 ans, Shinebook. Oui. Donc elle essaye de convaincre sa mère. Oui, elle essaye de convaincre parce que elle est persuadée avec Lazare, justement, c'est le passage où je suis avec son frère, qui est l'aîné de notre groupe. Lazare me prend par la main et il me dit, on va sortir de ce vélodrome d'hiver. Il faut qu'on sorte du camp de ce vélodrome d'hiver. Et on a essayé de sortir. Mais on s'est présenté devant les policiers qui gardaient ces portes métalliques qui glissaient les unes sur les autres. Et je me souviens, Lazare, il disait, monsieur, on a laissé une petite sœur dehors,
laissez-nous sortir, on va vous la ramener. Et là, il y avait le policier qui lui a donné une paire de claques en lui disant, t'es un menteur, jamais, retourne d'où tu viens. Et j'ai une amie qui, elle, a fait un peu ce système-là, Sarah Montard, hein, voilà, que tu connais. Et elle, justement, elle était avec nous dans le vélodrome d'hiver. Mais elle n'a pas fait comme nous, on a fait à se présenter devant le policier. Elle s'est présentée devant le policier en disant « Monsieur, monsieur, j'ai une amie qui est rentrée dans le vélodrome, dans cet endroit, je veux aller avec elle. » Et lui l'a repoussée et elle s'est retrouvée toute seule dans la rue, près du pont Birakiem, et elle a réussi pendant presque 2 ans à se sauver. Elle s'est fait rattraper après. Elle a été déportée. Elle a survécu à la déportation. Mais Sarah s'est retrouvée toute seule, comme ça, dans la rue. Elle n'a pas compris comment, et elle est retournée chez elle. Il y a la gardienne qui l'a réussi à la sauver. Je connais très bien Sarah. Il y a une autre histoire qui est intéressante, celle de Léon Fellman, qui a 16 ans et qui va se battre avec des policiers et réussir à s'échapper. Donc je vous renvoie à son histoire qui a été filmée. Léon Fellman. Oui, quelques-uns ont réussi, mais c'était très, très difficile parce que les policiers avaient vraiment autorité sur nous. On avait peur d'eux, on avait peur de leur réaction, et puis on était trop jeunes. Lazare, tout seul, aurait peut-être réussi, mais avec moi dans sa main, non. Parce que même après, quand il a reçu, je me souviens, cette claque, je me souviens parce que quand j'étais redescendue d'avoir fait faire pipi dans ma culotte, que maman m'a changé, quand j'avais vu tout ce sang, j'avais vu du linge qui tombait, puisque nous, on était assis sur les gradins en bois, en pierre, je veux dire, en bas. Et j'avais vu ce linge tomber et j'avais demandé à maman, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Oh, elle dit, c'est rien, c'est quelqu'un qui a dû perdre du linge. Et quand je suis revenue avec Lazare, après sa paire de claques qu'il venait de recevoir, il me dit, viens, on va aider les gens à ramasser ce linge qui est tombé. Et on s'est rapprochés, je me souviens, et c'était la première fois où j'ai vu un suicide dans le vélodrome d'hiver. C'était pas du linge qui était tombé, c'était des gens qui se suicidaient, qui tombaient comme ça des gradins. Ce que l'on a vécu dans le vélodrome d'hiver, c'est impensable comment on a pu laisser faire avec des femmes, des enfants, des vieillards, des malades, des gravataires, des femmes enceintes. Arlette, on va revenir à Beaune-la-Rolande. Et quand vous partez, vous quittez le camp. Ah oui. Quand maman a raconté cette espèce de mensonge qui était gros comme une maison, parce qu'en fait, du matériel, elle n'avait pas caché. Elle avait raconté un bateau, quoi, des histoires. Mais en voyant son Ausweis qu'elle avait, les gendarmes ont dû croire que c'était vrai, jusqu'au jour où ils sont rentrés dans la baraque. Et je me souviens, ils avaient un papier dans la main avec un tampon rouge écrit dessus, où il y avait écrit Madeleine, le prénom de ma sœur, Arlette, mon prénom, Marie-Malka, ma maman, tampon rouge, libéré, juif, utile. Et c'est comme ça qu'on est sorti du camp de Beaune-la-Rolande. On est sorti du camp de Beaune-la-Rolande, premier miracle, qu'on soit sorti, parce que c'était déjà un miracle. C'est ce que maman nous a dit plus tard, parce qu'elle dit qu'il fallait sortir. Mais le deuxième miracle, c'est qu'ils nous ont emmenés à la gare de Beaune-la-Rolande.
Et à la gare de Bonne-la-Rolande, il n'y avait pas de train à bestiaux. Il y avait un train normal. Vous savez, les trains normaux, ils n'étaient pas faits comme maintenant. Les trains, maintenant, vous rentrez à la queue, vous pouvez traverser tout le train, le wagon. Enfin, à cette époque, il y avait des grands wagons séparés par des grands plots en métal, avec des petites, comment vous dire, comme des cages à poules, vous savez, où il y avait 5 ou 6 personnes qui pouvaient rentrer dans ce train avec une porte palière qui ouvrait ou sur le quai de la gare ou du côté des rails. Et on nous emmène donc dans cette gare où il n'y a pas de prisonniers, où il n'y a pas d'Allemands, où il y a juste ces gendarmes, et qui nous disent, voilà, on vous rendra, ils n'étaient pas fous, hein, on vous rendra vos papiers quand vous aurez rendu le matériel. Et maman, matériel, elles savaient qu'il n'y en avait pas. Et donc les gendarmes nous mettent dans ce compartiment, mais eux ont dû trouver un compartiment peut-être plus confortable. Ils ne sont pas montés avec nous dans le compartiment. Et le train démarre et on est, ma sœur, ma maman et moi, dans ce compartiment. Et on part direction Paris. Bonne-la-Rolande, Paris, c'est pas très très loin. Mais notre train n'avait pas priorité parce que notre train, c'était un train de passagers. Les trains de priorité, c'est ceux qui avaient le matériel militaire. Donc on nous mettait dans une voie de garage, puis on attendait que l'autre convoi passait, puis le train redémarrait, puis on nous remettait dans une voie de garage, et d'autres trains passaient. Et combien de temps on a fait entre Paris et Bonne-la-Rolande, je ne sais pas, mais on y est resté très longtemps. Ça a duré très longtemps. Jusqu'à un moment où maman s'est énervée. Elle a dit, voilà, au prochain arrêt, si le train s'arrête, vous sortez du train, vous vous couchez entre les rails et je vous récupérerai après. Vous savez, les wagons avaient les rails, les roues étaient très hautes. Vous êtes mince, vous vous couchez entre les rails et je vous récupérerai après. Moi qui suis, à cette époque, la petite fille insupportable, infernale, qui ne tient pas en place, j'ai une peur bleue, mais bleue. Et je me souviens avoir eu peur. Et jusqu'à présent, j'ai une espèce de trou noir où je ne me souviens pas très bien comment j'ai fait. C'est ma sœur qui me rappelle et qui se souvient en me disant, oui, on est descendu et on s'est couché sur les rails. Comment maman, elle a fait, je ne sais pas. On s'est retrouvés et on est arrivé à pied à Paris. On est arrivé à pied à Paris et c'est de là, quand on est arrivé à pied à Paris, où est-ce qu'on va aller? On ne connaît personne, on n'a pas de famille, on n'a rien, on ne sait pas où aller. Le seul endroit où maman a l'esprit, en se disant il doit y avoir quelque chose, c'est chez la maman de Lily, Madame Pain, puisque elle, on ne l'a pas vue ni au Vélodrome d'hiver, ni au camp de Bonne-la-Rolande, ni dans les wagons bestiaux. Elle dit elle doit être là. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés chez la maman de Lily. Et quand je suis arrivée, j'ai demandé à sa maman, Paulette, je lui ai dit, mais où elle est Lily? Lily est déjà à la campagne. Et elle avait déjà trouvé un endroit où cacher sa fille dans le Loir-et-Cher. Sa fille était cachée à Pezou, à quelques kilomètres de Vendôme. Et maman disait, voilà, il y a les deux filles, il faut absolument les cacher. Elles vont être dans la rue, on va les arrêter, c'est sûr. Donc, elles ont contacté la personne qui avait pris en cachette la petite Lily et elles ont trouvé le beau-frère. Le beau-frère faisait partie de l'Osé. Ils étaient de métier, en fait,
des parents nourriciers. On a retrouvé leur dossier. Ils faisaient les parents nourriciers pour les petits Parisiens ou pour d'autres enfants, et ils servaient de nourrice pour garder des enfants. Donc, la maman de Lily, ma maman, ont été retrouver ce beau-frère en disant, voilà, il y a 2 petites filles, est-ce que vous pouvez les cacher? C'est Monsieur Papon. Non, Papon, c'était où Lily était cachée, chez Papon. Et c'était Papon était le frère de Madame Philippot. Voilà. Donc, Monsieur Papon pense à sa sœur. Elle dit, voilà, il y a ma sœur qui s'occupe d'enfants nourriciers. On va voir s'il y a de la place pour eux. Et je me souviens d'avoir été prise par la main par ce petit bout de femme. C'était un petit bout de femme. Elle a actuellement une petite fille. C'est la copie conforme de sa grand-mère. Quand on lui a remis la médaille, j'ai cru revoir sa grand-mère. Et on voit ce petit bout de femme qui nous prend par la main et qui nous emmène à Vendôme. Vous savez, la France est belle. C'est vrai que je suis née à Paris, mais en réalité, non. Je suis née à Vendôme. Je suis née en 1942, en Touraine. Ils m'ont sauvé la vie. On est arrivé dans cette famille, vous ne pouvez même pas imaginer, pauvres comment ils étaient. Pour la véracité du premier livre que l'on a écrit, je me souviens avec mon mari, vous savez, quand on est jeune, on voit tout très grand. Je disais à mon mari, on habitait dans une maison, tu vas voir, assez grande. Il y avait une grande pièce où le couple dormait, puis il y avait la salle commune. Tu verras, la maison, elle est grande. Donc, pour l'authenticité de livre, donc on a été voir la maison. En fait, la maison, elle faisait un peu plus que, à peine 2 fois cette estrade. À peine 2 fois cette estrade. Il y avait la salle où le couple dormait, et l'autre pièce qui nous servait de salle commune, où il y avait une espèce de cuisinière qui nous servait pour faire à manger, l'eau chaude et tout le reste. Mais il n'y avait pas de lit. Et je ne sais pas, j'ai pas mon livre, j'ai pas pris mon document, mais il doit y avoir dans le livre. Il y a la photo où il y a, vous verrez, où ce couple, ils étaient tellement malheureux, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous savez, elle s'occupait des enfants, puisque c'était ton métier. Et lui, il était savetier. Vous savez ce que c'est qu'un savetier? Oui. Exactement. C'est quelqu'un qui fait des sabots. À Vendôme, il y avait une usine de fabrique de sabots en bois. Donc, il travaillait dans cette usine de sabots de bois. Qu'est-ce qu'il pouvait gagner? 10 fois rien. 10 fois rien. Ces gens nous ont... Il a construit dans cette pièce qui servait de salle commune un espèce de lit qui n'était pas vraiment un lit, qui faisait 2 mètres sur 2 mètres, où il avait pris des sacs que les paysans mettaient du blé ou de l'avoine. Il avait rempli avec de la paille et ça nous servait de matelas. Et on était là. Je ne sais pas si tu as trouvé le... Il n'y a pas la photo dans ce livre, je ne crois pas. Mais par contre, si vous allez sur le site du Comité français pour Yad Vashem, vous tapez, vous verrez, il y a un onglet où vous avez le nom des justes parmi les nations et vous avez Jeanne et Jean Philippot. Tu l'as retrouvé? Bravo. Voilà, alors ça c'est une photo à Pesou, vous êtes caché avec d'autres enfants. Et donc là, vous verrez une photo du couple. Hein? Voilà la photo où il y a, regardez, tous les enfants. Vous regardez ces enfants, est-ce qu'ils ont l'air malheureux? Pas du tout. On dirait des enfants qui sont en vacances. On revenait de glaner du blé, je me souviens, dans les champs.
On était là, c'était l'été. Il y a la première, c'est la petite Paulette. La deuxième, c'est ma sœur. La troisième, c'est moi-même. Le quatrième, c'est Jaco. La petite Lily qui a le chiffon blanc sur la tête. Que des enfants. Il y avait sur 6 enfants, 5 enfants juifs. Tous cachés. Tous sans papier. Tous nourris. Mais pas seulement nourris le strict nécessaire. Elle allait tous les jours au ravitaillement. Elle nous rapportait du beurre. Elle disait, toi, il faut que je te fasse grossir. J'étais grosse comme un haricot. Elle dit, toi, il faut que je te fasse grossir. J'ai mangé du pain, du beurre, de la crème, des pommes de terre. Il y avait de tout. Elle se sacrifiait de tout. Tous les jours, elle allait au ravitaillement. C'était une famille extraordinaire. Jamais, jamais, on nous a posé la question, vous êtes juif, celui-là il est juif, vous êtes juif, vous êtes différent. Jamais. On était comme tous les enfants. Moi, je me souviens, il avait un petit jardin qui était attenant à la maison. Et moi, la petite Parisienne, je ne connaissais rien du tout. Moi, je connaissais une seule chose, c'est que les carottes, elles poussent à l'épicerie où on va les chercher. Le lait, il est à la crèmerie où on va le chercher. Une petite Parisienne, je ne connaissais rien du tout. Ils m'ont tout appris. Ils m'ont tout fait. Vous ne pouvez même pas imaginer quelle gentillesse c'était, quels gens c'était, quel grand cœur c'était. On a mis beaucoup d'années pour leur remettre la médaille des justes. Ça a été très difficile parce que on a fait l'erreur, en fait. On a fait l'erreur dès le départ. Je me souviens, après tout de suite à la Libération, on avait entendu parler qu'il y avait des récompenses. Et ma mère a voulu tout de suite les récompenser. Et on a rempli ces papiers et on a fait la grosse erreur de dire la vérité. C'est-à-dire que de quoi on vivait, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et nous, on a dit la vérité. Ces gens n'avaient rien. Qu'est-ce que ma mère faisait? Elle avait tous les culots, ma mère. Elle retournait sur Paris. Elle brisait les scellés, parce qu'il y avait les scellés qui étaient de l'appartement, comme si c'était l'appartement de gangsters, de je ne sais pas trop quoi, à la sien. Elle brisait les scellés. Elle rentrait dans l'appartement. Elle reprenait, elle revolait ce qui lui appartenait, des draps, des nappes et tout. Je les entourais autour du ventre. Elle revenait sur Vendôme. Elle les teignait en noir ou en marron. Et avec ça, elle faisait des jupes et des pantalons qu'elle vendait et qu'elle donnait à la Jeanne et à Jean pour qu'ils puissent nous nourrir. Donc nous, on a rempli les papiers et on a dit la vérité. On les a payés avec ce qu'on avait, ce qu'on a pu faire. Mais Yad Vashem n'acceptait pas à cette époque. Il est écrit dans la Torah, dans la loi juive, qui sauve une vie, sauve l'humanité, mais sans jamais avoir été rétribué. Eh bien, nous, on a dit la vérité, on les a aidés, c'était normal. Et donc, ça a mis longtemps, jusqu'il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, où Yad Vashem me téléphone et me dit, on vient d'attribuer la médaille des justes à Jean et à Jeanne Philippot, parce que ce que vous leur avez fait, donné par la fabrication que maman faisait, eh bien, ça les a aidés, il n'y avait pas d'autre solution, et grâce à ça, ils ont eu la médaille des justes. Et c'est vrai, ça nous a beaucoup aidés, ça. Arlette, on va devoir passer aux questions parce que Oui. le temps... voilà, donc il y a un moment très très important dans la vie d'Arlette, c'est 1946, mais on va revenir sur cette date. C'est le décès de sa mère. Voilà, donc si dans les questions vous voulez peut-être revenir sur cette période, en sachant que Jean Philippot était handicapé,
il avait eu la poliomyélite. Étant jeune, oui. Voilà, donc c'est ce couple qui a été honoré donc, au mois de juin, là, tout récemment. Et c'est près de 50 enfants juifs qui ont été cachés dans le vent de Moix. Donc c'est pas seulement les enfants que vous avez vus sur la photo, c'est beaucoup plus. Et dès 1995, Arlette a fait en sorte qu'il y ait une plaque pour honorer toutes les personnes qui les ont aidés, voilà, qui les ont sauvés. Oui, tous les 5 ans, on remplissait retour de papier en disant peut-être que ça va marcher cette fois-ci, jusqu'au jour où ça a marché. On a pu justement les honorer grâce à ça. Et ils le méritaient vraiment au centuple. Vraiment au centuple. On va prendre les questions. Voilà. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage très fort. Moi, j'avais une question à laquelle vous avez commencé un peu à répondre, monsieur. J'imagine que les voisins savaient que ce couple hébergeait ses enfants. Et donc, je m'interrogeais sur... les voisins n'ont rien dit. Enfin, il y a eu cette complicité, entre guillemets, positive. Pas du tout. Comme c'était des parents nourriciers qui avaient l'habitude d'avoir des enfants, jamais, ils ont posé des questions. Vous savez, je vais vous raconter un trait extraordinaire qui m'est arrivé à Vendôme. On faisait comme tout le monde. On allait à l'église, puisque les autres allaient à l'église. On faisait comme tout le monde, ceux qui allaient à l'église. Moi, je peux vous chanter toute Salve Regina en latin. Je connais toute la messe en latin. J'ai tout appris et je ne l'ai pas oublié. Pourquoi? Parce qu'on allait tous les jeudis et dimanches à l'église. Et là, il y avait les petites sœurs qui étaient là, puis il y avait les prêtres qui étaient là. Et je me souviens un jour, il y a le père qui vient me trouver. Ma sœur n'est pas avec moi, puisqu'elle est plus âgée, elle fait partie d'un autre groupe. Et il y a le père qui est là, qui me prend par la main et qui me demande « Arlette, est-ce que tu aimes les fraises ?» Je dis « Bien sûr, mon père, que j'aime les fraises. Évidemment, j'aime les fraises. » Il me prend par la main et il m'amène dans son petit jardin de cure qui faisait 2 fois cette estrade. Puis il y avait plein de fraises. C'est l'été, moi je mange des fraises. Et le soir, je rentre chez la Jeanne, qui nous cachait, et je dis à Jeanne, « Ah, ce soir, je ne mange rien. Toute la journée, j'ai mangé des fraises. Le père, il m'a autorisé à manger des fraises. » Et elle me dit, « Comme d'habitude, tu as dû être infernal. » Je dis, « Non, non, j'avais été très sage. » Et c'est vrai. Eh bien, figurez-vous que le lendemain, il y a la brave voisine qui est toujours là, qui, puisque nos maisons se touchaient les unes à côté des autres, qui me voit et qui me dit « Arlette, va chercher la Jeanne, j'ai quelque chose à lui dire. » J'ai dit « Oui, bon, d'accord. » La Jeanne, et puis j'entends qui crie « La Jeanne, venez vite, venez vite, venez vite. » Et elle s'approche, puis elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe? » « Ah, la Jeanne, il faut que je vous raconte. Figurez-vous que hier, il y a eu une descente de la Gestapo. Ah non, tiens, ouais. Pourtant j'avais fermé. Il dit, figurez-vous que hier, il y a eu une descente de la Gestapo chez notre brave curé, soi-disant, il cache des enfants juifs. Mais qui lui avait dit? Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Vous savez, j'étais la petite fille insupportable, comme je vous ai dit là tout à l'heure. Je jouais dehors et la Jeanne avait très peur parce que pour l'authenticité du livre, moi j'avais dit à mon mari, on habitait juste en face de la Felcommandantour. Et puis on a cherché partout, on demande aux voisins, on ne trouve pas, il n'y a rien à faire. Jusqu'au jour où on s'est énervé, on est allé au cadastre. Et au cadastre, on a retrouvé cette maison qui était vraiment en face de celle où on habitait. Et comme moi, j'écoutais rien, que je jouais quand même dans l'or, il y avait des Allemands qui passaient toute la journée. Il y a un Allemand qui m'avait pris en sympathie, j'étais blonde, j'étais venue.
Un jour, il m'a apporté même une poupée, je m'en souviens, à Noël. Et la Jeanne avait très peur. Elle me disait tout le temps, ne sors pas dans la rue. Bon, moi, je ne comprenais pas, je sors dans la rue. Et puis, un jour est arrivé ce qui devait arriver. Il y a l'Allemand qui passe, qui me voit et qui me prend dans ses bras. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'emmène en face, dans cette maison que moi, je prends pour la Feldkommandantur. En fait, ce n'était pas la Feldkommandantur, c'était une maison de plaisir, où les Allemands s'amusaient avec des filles, dansaient, il y avait de la musique, il y avait du champagne, il y avait tout. Et cet Allemand me voit, me prend dans les bras et il m'emmène à l'intérieur. Et là, il y a plein d'Allemands. Et qu'est-ce qu'on demande à une petite fille? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arlette. Mais Arlette, comment? Mais je ne peux pas dire. Je porte un nom typiquement juif. Mon nom de jeune fille, c'est Reimann. Reimann, en allemand, ça veut dire Reinemann, homme propre. Et les Allemands le savent très bien. Et là, j'ai déjà 9 ans passés. Et je sais, et personne ne m'a jamais rien dit, mais je sais que je ne peux pas dire le nom. Si je dis mon nom, tout le monde va se faire arrêter. Et je suis prise de panique. Et l'Allemand, il insiste. Arlette, comment? Arlette, comment? Je ne suis pas plus maligne qu'une autre, je ne suis pas plus intelligente qu'une autre. Je l'ai regardé, puis je lui ai dit, comme un enfant dirait, Arlette tout court. Mais lui, il est allemand. Il ne sait pas que tout court, ce n'est pas de l'allemand. Il a pris ça pour un nom français. Et après, quand il me voyait dans la rue, il me disait tout court, maison. J'étais devenue tout court. Vous voyez ce qu'était la France. Mais non, les gens ne me posaient pas de questions. Les voisins, non, il n'y avait pas. J'étais là, c'était normal pour tout le monde. Vous voyez la France que c'était. Je vous assure que Vendôme, c'est la plus belle ville du monde. C'est magnifique. On a une question encore. Ouais. Oui, je vous remercie aussi de votre témoignage que j'ai entendu à plusieurs reprises quand vous êtes venu en classe auprès de mes élèves. Et je me suis toujours posé la question suivante. Lorsque les gendarmes à Baume-la-Rolande ont tamponné votre billet de sortie, est-ce qu'à votre avis, ils se doutaient du mensonge habile de votre maman et qu'ils vous ont laissé sortir par humanité, ou ils ont réellement cru à ce gros mensonge, comme vous disiez? C'est une question que je me suis souvent posée, en fait. Ils ont vraiment cru, parce que ma mère avait cet Ausweis dans la main et qui montrait justement que notre matériel avait été spolié par les 2 spoliateurs, Sénac et l'autre. Donc, il y avait ce papier qui prouvait que ma mère travaillait à l'atelier Grundel. Pour eux, c'était la vérité. Dans toute l'Europe, les Juifs du travail ont un statut particulier. Donc, pas seulement en France. Donc, c'est encore une autre histoire. Oui. Oui. Ce qui m'étonnait, c'est qu'elle n'ait pas utilisé cet Ausweis avant d'aller à Baume-la-Rolande. Elle a fait valoir cet Ausweis. Mais cet Ausweis n'avait aucune valeur pour eux tant qu'elle ne disait pas inventer en disant qu'elle avait caché du matériel et qu'elle allait le rendre. Et c'est ça qui a rendu justement la possibilité, puisque sur cet Ausweis, il y avait bien écrit que le matériel avait été saisi. Donc pour eux, c'était logique. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Et donc, votre mère, elle a réussi d'avoir les papiers, les fausses papiers, quand vous avez revenu à Paris? Parce que comme elle n'a pas eu les papiers avant, comment elle peut voyager de Paris à Vendôme? Ah non, ma mère n'a jamais eu de papier. Ma mère s'est cachée, c'est-à-dire nous, on était chez Jeanne et Jean Philippot, et ma mère, il n'y avait pas de place pour elle. Ma mère se louait dans les fermes. Donc,
elle était venue en France. Oh, elle avait une vingtaine d'années. Elle avait cette espèce d'accent un peu d'Europe de l'Est, comme ça. Et elle se cachait dans les fermes et elle se faisait passer pour alsacienne. Et l'Alsace, il ne faut pas oublier, les Alsaciens, on les accueillait à bras ouverts et on disait « Ah, l'Alsacienne, tout le monde peut l'employer, elle sait faire des pantalons, elle sait faire des jupes et elle fait des brioches pour les communions, on dirait des nattes pour les enfants. » Bien sûr, c'était ce que nous on appelle les chalotes du Shabbat. Et non seulement ça, mais elle fait des gâteaux avec de l'eau de pommes de terre. Qu'est-ce qu'elle faisait, ma mère? Essayez un jour, je vous assure, ça marche. Hein. Vous savez, on prend des pommes de terre, vous les râpez comme les rostis, et donc il y a les pommes de terre, mais il y a de l'eau qui tombe. Il y a de l'eau. Laissez évaporer cette eau pendant 2 jours. Qu'est-ce qui va en ressortir? De la fécule de pommes de terre. Et bien avec cette fécule de pommes de terre, ma mère faisait des gâteaux. C'était de la farine. Et on disait, l'Alsacienne, elle sait tout faire. Ben oui, ben voilà, c'était gâteau de Pessah, exactement. Moi, je n'ai pas de questions à vous poser, mais nous venons exprès de Vendôme avec mon épouse pour vous écouter. Donc, je voulais vous faire un salut de Vendôme. Merci. Nous sommes honorés. Ah, c'est la plus belle ville du monde qui puisse y avoir. Et vous avez honoré Vendôme en étant une petite fille qui a été aidée par des Vendômois. Je trouve ça très touchant. Moi, j'étais bien sûr pas née, mais j'aurais aimé être une fille ou une petite fille de la famille qui vous a aidé. Ben, j'aimerais bien retrouver, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si ça existe toujours. Il y avait les boucheries Bouillon, si ça existe toujours à Vendôme. Je me souviens, c'était une copine à l'école. On allait à l'école ensemble. Et je me souviens, à l'école, un jour, elle s'assoit à côté de moi. Et on portait des robes à ce moment-là. Et elle soulève sa robe. Et en dessous, elle avait un jupon rouge. Je lui dis, mais Jacqueline, qu'est-ce que c'est que ce jupon? Ah, un jour, je te dirai. Vous savez, un jour, quand on est enfant, ça n'a pas duré 24 heures. Elle a commencé à me dire, bah, tu sais, eh ben, papa, il y a des gens qui viennent à la maison et avec les tissus que les gens y rapportent, eh ben, maman me fait des jupons. C'était des parachutistes. C'était des parachutistes. Elle avait des jupons faits en toile de parachute. J'assure, Vendôme, c'est la plus belle ville du monde qu'il puisse y avoir. Alors, pour préciser, c'est que dans cette région, mais un peu partout, en Normandie, à Paris, vous avez des réseaux qu'on appelle les helpers, qui aident les parachutistes alliés dont les avions ont été abattus, qu'ils soient britanniques ou américains. Et il faut savoir que tous ces helpers ont été aidés après la guerre par le gouvernement britannique et américain. Voilà, c'était pour préciser. C'est vrai. Ça marche là? Oui, moi je voulais juste vous dire que je trouve admirable la mémoire que vous avez de toute cette époque et comment vous nous racontez tout ça. Au début, j'étais assez calme et puis après, je commençais à être très émue. Et donc, moi je suis née en 42, en février 42, et mes parents étaient à Paris. Et donc, je n'ai de souvenirs de cette époque que j'ai vécue que par le récit que mes parents m'en ont fait. Mais c'est normal, à 42, vous vous rendez compte, Ben 42, vous étiez un nouveau-né. Oui, mais je pense que je suis quand même marquée par cette époque. Il y a des choses dans ma tête qui vont pas là, toujours très bien. Vous ne pouvez avoir que des souvenirs uniquement de famille, de parents qui vous ont raconté. Qui ont raconté leur histoire et qui la racontaient en boucle. Et moi, je voyais ça comme des aventures, en fait. Pendant très très longtemps, j'ai interprété que c'était une aventure et que c'était des histoires formidables parce qu'à chaque fois, ils en réchappaient et ils ont survécu.
Et donc, le récit le plus marquant, c'était en 42, en juillet 42, quand on est venu frapper à la porte de mes parents pour les arrêter. Et donc, mon père a su la veille il a été renseigné par un commissaire de police avec qui Voilà. il jouait au billard. Et je ne sais pas qui c'est cette personne. J'aurais tellement voulu, maintenant, je me dis, retrouver ces gens-là. Ouais, cette vous voyez, personne-là. ce que vous racontez, c'est exactement ça. Parce que lorsque je parle avec des enfants ou d'autres qui étaient là, il y a des familles où on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de cette époque parce que c'est difficile. Moi, je vois, j'ai une fille où c'est très difficile. Je ne peux pas lui en parler. Elle est venue une fois à Auschwitz. C'est quelque chose au-dessus de ses forces. Parce que je vais vous montrer un exemple. Vous voyez pourquoi il y en a qui ne peuvent pas parler. C'était un samedi ou un dimanche où on était là avec des enfants, avec ses enfants. Elle avait des enfants qui étaient en âge de faire des crises d'adolescence. Et puis on parle de la crise d'adolescence. Et puis c'est vrai qu'elle a été brillante. C'est une fille brillante, brillantissime. Et puis je me retourne vers elle après avoir discuté de tout ça en lui disant mais toi, tu n'as pas fait de crise d'adolescence. Comment ça se fait? Et elle, gentiment, calmement, me dit mais comment je pouvais faire une crise d'adolescence avec le passé que vous aviez eu, papa et toi? Parce que mon mari a eu un passé encore plus difficile que moi. Lui, il a été déporté le jour anniversaire de ses 15 ans et il en est sorti à 18, 3 années. Il a fait 7 camps d'internement. Donc, De concentration. 7 camps de concentration. Donc, elle me disait, voilà, je ne pouvais pas me permettre. Alors, il y a des familles comme ici où on n'en parle pas et les enfants ne sont pas bien. Et il y a d'autres familles où, comme vous, on en parle et vous en faites un roman. Eh bien, les enfants ne sont pas bien non plus parce qu'ils veulent savoir d'où ils viennent. On a besoin de savoir. On est, moi, je trouve que l'on est tous des arbres vivants, mais avec des racines. Et si on n'a pas ces racines pour nous maintenir en terre, justement, pour nous tenir droit, on n'avance pas. Donc les enfants qui ont eu des parents qui en ont parlé, les enfants ne sont pas bien. Et ceux qui n'en ont pas parlé, ben, les enfants ne sont pas bien. On ne sait pas ce qu'il fallait faire. On ne peut pas dire on a bien fait, on aurait dû en parler ou on n'aurait pas dû. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous savez, il nous faudrait un deuxième Boris Cyrulnik. Peut-être lui un jour pourra nous dire s'il fallait en parler ou pas en parler. Mais je me rends compte autour de moi où il y a des parents de déportés. Si on en a parlé, eh ben, les enfants ne sont pas bien. Et si on n'en a pas parlé, pourquoi on m'en a pas parlé? Pourquoi on ne m'a pas dit? Et ça manque quelque chose. Et on ne sait pas. C'était une période difficile. On va prendre encore une ou deux questions. Je suis désolé parce qu'il faut qu'on passe aussi. Certaines personnes se sont procuré le livre et souhaiteraient une dédicace. Quand Sarah Montard témoignait, elle disait « Je témoigne et j'ai mal aux autres ». Donc elle parle aussi pour les 4115 enfants. Alors vous savez que les noms des 4115 enfants, en fait, depuis 2017, sont sur un mur dans le Jardin du Souvenir, rue Nélaton, dans le 15e arrondissement, et que depuis 2011, au Cercil, à Orléans, le mémorial des enfants du Veldiv, vous avez une salle qui leur est consacrée. Mais le problème dans cette salle, avec leur visage, un peu comme le mémorial des enfants ici, mais pour tous les enfants, les 11 400 enfants, c'est qu'il n'y a que 1800 visages sur les 4115. Donc vous voyez, de redonner un nom et un visage à ces enfants, parce que c'est aussi pour ça que tu témoignes, pour eux, il y a encore du travail à faire. Oui, parce que jusqu'à présent, pourquoi ces enfants n'ont pas
justement ni nom ni visage. Et regardez, un enfant qui a 5 ans, 6 ans, on demande comment tu t'appelles. Ben, je m'appelle Régine. Mais Régine, comment? Comment il s'appelait papa? Papa et maman. Maman. Donc vous avez des milliers d'enfants qui sont partis comme ça dans les nimbes, sans avoir de nom, et on ne les retrouve pas jusqu'à présent. Nous, avec ma sœur, on a retrouvé justement, on a pu inscrire Régine parce qu'on se souvenait d'elle, mais qu'elle s'appelait Shane Boone, mais son frère, lui, on a pu retrouver. Mais il y a combien d'enfants? Un enfant de 2 ans, de 3 ans, papa, c'est papa, maman, c'est maman, il n'y a pas de nom propre. Et il y a beaucoup d'enfants, jusqu'à présent, ne sont pas inscrits à ce jardin où je vais chaque année. Je vais dimanche prochain là-bas. Je sais que tu vas à Orléans aussi. Oui, je vais aussi à Orléans voir. Ouais. Alors, Arlette a été filmée plusieurs fois. Elle a été filmée donc par le Mémorial en 2019. Vous pouvez retrouver son témoignage en ligne sur le site du Mémorial. Mais elle a été aussi filmée en 1995 par la fondation Visual History, qu'on appelle la fondation Spielberg. Et ce film, vous pouvez le voir ici aux archives. Il n'est pas disponible en ligne, mais vous pouvez le voir. Et je peux vous dire qu'il y a la même énergie, 30 ans après, il y a la même énergie, il y a les mêmes détails, il y a vraiment la même acuité. Et même j'ai appris ce soir d'autres choses, parce que je connais bien ton témoignage, Arlette. Et comme le disait Madame tout à l'heure, à chaque fois c'est différent et à chaque fois tu apportes quelque chose de nouveau. Parce que si je ne raconte pas, eh bien, il meurt une deuxième fois. Vous voyez, vous pensez que je suis venue pour vous. C'est ce que vous pensez. Eh bien non. C'est vous qui êtes là pour moi. C'est pas moi qui suis pour vous. Parce que moi, j'ai besoin de vous. Moi, mon passé, il est derrière. Et si vous, plus tard, je ne demande pas tout le monde, mais seulement 10% de vous, plus tard, pourront raconter, oui, face à des révisionnistes, face à des négationnistes, oui, ils ont existé, oui, j'en ai entendu parler, mais vous les empêchez une deuxième fois de mourir. Ces gens-là n'ont... Moi, vous savez, c'est plus facile, je pense, de faire le deuil de quelqu'un lorsque l'on a où faire le deuil. On est un peu comme des enfants de pilotes ou de marins, où on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Donc on sait qu'ils ont été assassinés, ils sont dans les nimbes, et on n'a pas d'endroit pour aller prier. Et ça aide. On a d'aller au cimetière, ça aide. Et nous, on n'a pas cette aide-là. Donc, je suis venue ici, pas seulement pour vous voir, c'est vous qui êtes là pour moi, pour les faire revivre. Et je compte sur vous, j'ai besoin de vous pour les faire revivre. C'est grâce à vous s'ils ne meurent pas une deuxième fois. On va arrêter la rencontre là. Et n'hésitez pas à venir voir Arlette. Et si vous avez un livre à faire dédicacer, voilà. Merci infiniment, Arlette.